Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Noël. Bon, aussi parce que Noël arrive, qu'on est dans cette période de l'année que... Alors, qu'à titre personnel, moi, je n'aime pas du tout. Euh, Mais justement, c'est pas un cri du cœur que j'ai envie de pousser aujourd'hui. Euh, Bon, les critiques de Noël, d'habitude, on les connaît. L'aspect de surconsommation, l'aspect de fête obligée, etc. Tout ça est vrai. Mais je crois que quand on s'en tient là, ça masque les enjeux très complexes qui font de ce moment un moment parfois absolument cauchemardesque, de cette période, une période extrêmement douloureuse pour beaucoup de gens, et simultanément avec des effets de magie réelle. Enfin, c'est-à-dire que paradoxalement, plus on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment là, euh, et plus la vision est à la fois radicale et paradoxale. Mon propos n'est pas de détruire la joie ou le plaisir de ceux qui s'apprêtent à vivre une soirée du 24 ou, ou le lendemain un déjeuner du 25 merveilleux. Et certains d'entre vous, c'est effectivement ce qu'ils vont vivre. Euh, mais de comprendre pourquoi ça suscite quand même autant de souffrance, pourquoi et c'est pas simplement l'effet de ceux qui se sentent seuls. Ça aussi. Alors oui, bien sûr qu'une fête qui célèbre la famille surexpose la solitude de ceux qui n'en ont pas. Oui, bien sûr, de ceux qui en sont privés pour une raison ou pour une autre. Ok, mais ça c'est comme les aspects de surconsommation, etc. Finalement, ce sont les angles les plus faciles. C'est ce qu'on aperçoit en premier. Euh, la question qui m'intéresse moi, c'est plutôt la, la souffrance qu'on rencontre, y compris celle que j'ai rencontrée tant de fois, dans des fêtes de Noël qui pourtant à bien des égards étaient belles, dans un tissu familial qui était aussi très chaleureux, donc avec des choses qui étaient très agréables à vivre, et au fond une espèce de petite musique cauchemardesque euh, qui ne me quittait pas, et qui ne tenait pas... Bon, oui, bien sûr, il y a des familles où la fête de Noël, c'est l'occasion de conflits terribles, bien sûr, et où l'alcool aidant, au bout d'un moment, tout le monde se balance les pires atrocités. Bon, là encore, évidemment que toute fête, tout moment de relâchement, tout moment où les individus vont abaisser un certain nombre de défenses, euh, peut potentiellement engendrer ce type de choses, donc des conflits ouverts. Oui, d'accord. Mais là encore, trop facile. Ou plus exactement, ça vient pas pointer d'autres enjeux qui me paraissent beaucoup plus fondamentaux et beaucoup plus intéressants dans la mesure où ils dépassent très largement Noël. Parce qu'au fond, finalement, Noël, je m'en fous un peu. Enfin, et que moi, à titre personnel, je n'aime pas cette période. Bon, grand bien me fasse. Malgré tout, j'y survis année après année, avec un peu de surprise à chaque fois, mais quand même, je découvre, disons, le 3 ou 4 janvier que ces maudites fêtes sont passées et que je suis encore vivant. Bon, mais c'est l'occasion d'interroger beaucoup plus profondément euh, ce qui se passe dans l'institution famille. C'est une institution très particulière, l'institution famille, parce que spontanément, naïvement, on a tendance à penser que c'est une institution quasi éternelle dans l'espèce humaine, qu'elle a toujours fonctionné. Il n'y a pas toujours eu Noël, bien sûr, mais qu'au fond, la fête familiale, les relations intrafamiliales, c'est quelque chose qui transcende les cultures. Or, pas du tout. Euh, L'institution famille, les sociologues et les anthropologues le savent bien, elle est mouvante et elle a des contours qui sont vraiment fixés par tel ou tel type de société. Et parmi les enjeux, donc les enjeux de souffrance, qui sont quand même immenses, hein, ça m'est arrivé ces dernières années en blaguant, enfin en blaguant, ouais, enfin de dire que la fonction sociale de Noël, je la comprenais depuis que j'étais psy.
parce que les gens vont tellement mal, et qu'il y a quand même énormément de gens qui vont très mal dès début décembre, en anticipant sur Noël, et qui vont très mal encore tout le mois de janvier pour se remettre de ces fêtes. Comme il y a aussi des gens qui traversent ça en étant ravis. Mais bon, il y a une intensité de souffrance qui est particulière et qu'on ne peut pas réduire, même si ça existe, au fait que les journées sont très brèves, qu'on est au milieu du mois de décembre, etc. Oui, bien sûr, ça joue, mais c'est pas que ça. Et donc, euh, voilà, je disais en rigolant, tant que les fêtes de Noël existent, les psys seront sûrs d'avoir du boulot. Bon, ok, mais donc il y a une souffrance dont il faut rendre compte. Voilà, et pas simplement des suicides de personnes qui se sentent très seules à cette période-là de l'année, ou non, au-delà. Euh, Encore une fois, celle qui m'intéresse le plus parce qu'elle est le miroir des questions que j'ai envie de soulever là, c'est justement cette souffrance diffuse qui se produit à l'occasion même de fêtes de Noël qui, à bien des égards, sont très jolies, se passent normalement, et où toute une famille est réunie, et finalement on mange bien, et on rigole, et pourtant. Alors, si on essaye même d'analyser un peu dans les détails ce que c'est que cette fête, qui est pas vieille, hein, c'est-à-dire la fête telle qu'on la connaît, dont le symbole principal est de célébrer les enfants, et de les célébrer d'une certaine manière, autour de cadeaux, et de cadeaux qui sont censés être à peu près équivalents, enfin, qui sont censés célébrer justement le fait que euh, les parents aiment toute la fratrie du même amour, ou d'un amour équivalent. Euh, cette fête-là, elle remonte au plus loin, disons, au milieu du 19e siècle, dans des milieux bourgeois. Et puis ça a essaimé ensuite dans toute la société. Mais encore une fois, c'est récent. Avant le milieu du 19e siècle, quand on fête Noël, on fête la naissance de Jésus. L'enfant qu'on fête, c'est l'enfant divin, c'est absolument pas l'ensemble des enfants. Enfin, c'est une fête religieuse qui va particulièrement la fête des enfants. C'est la fête de la naissance du Christ, et c'est tout. Et finalement, dans ce qui s'institutionnalise au milieu du 19e siècle, qui est aussi la période où justement le statut de femme au foyer devient vraiment un élément central. Voilà, c'est pas que les femmes n'aient pas été assignées à la vie domestique avant, mais, mais, euh, mais disons que à partir du milieu du 19e siècle, et encore une fois, notamment dans les milieux bourgeois, c'est quelque chose qui devient absolument central. Bon. Le rôle de la femme, c'est de faire tenir le foyer. Et finalement, Noël, à cet égard, si on le prend sous ce prisme, on peut noter déjà que c'est un drôle de moment, d'une certaine façon, de matriarcat au sein même d'une structure fondamentalement patriarcale. Donc, c'est une période où ce qui va se mettre en scène, c'est pas inintéressant, c'est le fait que finalement la vie extra-familiale, la vie au dehors, et donc les statuts, les symboles, les hiérarchies au dehors, cèdent le pas. Le monde du masculin, le monde des activités professionnelles, le monde de la guerre, etc., tout ça cède le pas. Et tout d'un coup, le projecteur est braqué sur l'intérieur du tissu familial, sur le foyer, et cet espace redevient l'espace essentiel pendant quelques jours, quelques semaines. Et, euh, et ça s'accompagne souvent du fait que la- l'organisation de la fête est portée par une femme. Et vraiment, pour le coup, matriarcat, c'est-à-dire que arché en grec, c'est le commandement. Euh, il y a bien dans la cérémonie de Noël quelque chose d'une bascule, d'une inversion du rapport de force momentanée. Et pour cette fête-là, et notamment pour les 24 heures ou les 48 heures du 24 et du 25,
C'est la maîtresse de maison qui règne absolument. Et premier élément là, qui n'est pas anodin, c'est que on pourrait croire que tout ça est une jolie mécanique qui se met en place tranquillement. Évidemment non. Alors, il n'y a sans doute pas de société patriarcale sans aussi des zones de matriarcat. Au fond, ce qu'on appelle le patriarcat, c'est le fait que les hommes dominent du côté du pouvoir politique et dans un certain nombre de domaines, mais finalement, il s'agit bien plus d'un partage des zones de pouvoir. Alors, je dis pas du tout là que du coup c'est pas grave, que ça s'équilibre, absolument pas. À bien des égards, ça a tout à fait du sens de parler de domination. Mais, même quand on parle de domination, on n'a pas tout dit. Euh, ce partage des zones de pouvoir, il est fondamental aussi pour expliquer pourquoi les femmes sont toujours des vecteurs essentiels de la transmission de structures symboliques patriarcales. Elles ne sont pas simplement soumises. Aucune société ne fonctionne principalement grâce à la peur. Surtout que les femmes ont tâche dans les sociétés patriarcales d'élever les enfants, au moins dans leur jeune âge. Donc la transmission des valeurs, la transmission des symboles, elle passe beaucoup par les mères. Si ça ne se produit pas avec la complicité active des femmes, alors bien sûr, ça n'empêche pas les mécanismes de domination, on peut appeler ça une aliénation, mais même quand on appelle ça une aliénation, on n'a pas encore tout dit. Parce que l'aliénation, ce n'est pas du simple bourrage de crâne. Ce n'est jamais un phénomène seulement passif, d'appropriation d'une idéologie, disons, dans un schéma un peu sommaire, il y aurait une idéologie dominante portée par la couche sociale qui domine, et par du bourrage de crâne, cette idéologie s'imprimerait dans les cerveaux de ceux qui sont dominés, et du coup ils auraient tendance à y croire et à le reproduire. En fait, la psyché humaine ne fonctionne pas comme ça. Il y a, même quand il y a une bipartition de la société, avec clairement une couche qui domine, oui, cette couche qui domine produit une mise en récit du monde, produit une idéologie, et cette idéologie, cette mise en récit du monde a tendance à s'étendre à tout le corps social. Mais c'est jamais une simple extension. Il y a aussi un récit des dominés qui surgit, qui est activement tissé, qui n'est jamais exactement le décalque du récit des dominants, même si on prend ce prisme dominant-dominé, qui est encore une fois un prisme à la fois très pertinent politiquement, à bien des égards, et en même temps extrêmement sommaire, extrêmement simpliste. Donc, c'est juste, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je dis si on les voit comme ça, même quand on les voit comme ça, en fait, du côté des dominés, quand on regarde de près, l'idéologie qu'ils font surgir, la mise en récit du monde qu'ils font surgir, n'est jamais simplement le miroir, n'est jamais simplement l'idéologie dominante. C'est une recréation d'un récit qui a plein de spécificités, simplement qui intègre ce qu'il faut, au fond, ce qu'il faut de l'idéologie dominante, pour faire perdurer l'état des choses. Voilà. C'est juste que naissent des mises en récit compatibles, et qui permettent en effet que de génération en génération, ça se transmette de manière active. Mais pour que des êtres humains puissent accepter une domination, il faut en général qu'ils aient aussi la main sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de champs. Et en tout cas, dans les rapports hommes-femmes, voilà, c'est extrêmement rare des sociétés strictement et purement patriarcales dans lesquelles les femmes ne seraient que soumises. Même les sociétés où la domination est la plus brutale, et il y en a un certain nombre, accordent aux femmes des zones de pouvoir. Il y a un monde du féminin dans lequel elles règnent en maîtresse, même si ce monde du féminin est restreint, rétréci, un certain nombre de champs. Bon. Et à cet égard, on peut voir Noël, finalement, comme un moment un peu catharsique. La catharsis, c'est le fait de pouvoir se purger ou se purifier d'un certain nombre de pulsions, enfin dans la définition aristotélicienne, d'un certain nombre de pulsions qui seraient là et qui menaceraient l'ordre social. Bon, bah, disons que le besoin de revanche des femmes trouve à se nourrir
dans ce moment de Noël. Alors déjà, par exemple, dans le repas dominical qui va célébrer la famille, mais bien sûr dans ce repas festif parmi tous qu'est Noël, où tout d'un coup, elles prennent le pouvoir. Et parce qu'il y a dans cette dissymétrie des rapports hommes-femmes quelque chose d'incroyablement violent, je ferai au moins une vidéo là-dessus, euh, et j'anticipe un peu quelques mots. C'est-à-dire, quand je dis incroyablement violent, c'est pas simplement une question d'état de fait, de la domination, des enjeux de souffrance. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est même la mise en récit qui en est faite. Alors, juste un mot, une anticipation, parce que précisément, c'est aussi ça qui est en train de bouger considérablement. Et la révolution anthropologique que j'ai déjà évoquée, sur laquelle vraiment je réfléchis beaucoup et sur laquelle je vais revenir, je suis en train d'écrire là-dessus, enfin, c'est cette levée d'étanchéité entre le masculin et le féminin, une étanchéité qui a été établie et fondée dans à peu près toutes les cultures à notre connaissance, ou presque toutes, avec des contenus très différents, hein, du masculin et du féminin, mais à chaque fois avec la garantie d'une assez forte étanchéité. Et c'est précisément à ça qu'on est en train de toucher, avec des conséquences monumentales. Je pense que c'est un des facteurs dont toutes les institutions, enfin, dans le mouvement d'implosion de toutes les institutions qu'on aperçoit, je pense que c'est un facteur clé. Et je dis ça sans le déplorer, hein. J'assume mon féminisme. Mais ce que j'appelle féminisme, ça va bien au-delà justement de la question de savoir s'il faut que les femmes aient par exemple un salaire équivalent, ce qu'elles n'ont toujours pas en moyenne, qu'elles puissent dépasser un certain plafond de verre, ou qu'elles aient accès à des... C'est-à-dire, le féminisme, c'est pas, pour moi, c'est pas on touche pas à l'ordre du monde, simplement on le rend plus équitable. On fait que les femmes puissent elles aussi accéder à peu près tout. Non, au fond, ce qui est en train de se passer dans la levée de cette étanchéité, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui secoue l'ordre du monde très 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 en profondeur. Donc à certains égards, euh, la lutte féministe, c'est pas que dans nos sociétés, elle aurait déjà, comme beaucoup le pensent, déjà conquis l'essentiel, disons, je sais pas, il y aurait encore du chemin à faire, mais bon, on pourrait dire que 50 ou 60% du chemin a déjà été accompli. Non, non. En fait, quand on tire sur ce fil, c'est toute la pelote qui vient, c'est tout le tissu social. Et si je ne me trompe pas là-dessus, alors ce qui est en train de se passer là, sous nos yeux, depuis quelques décennies, mais qui s'accélère, c'est quelque chose qui menace en effet toute la structure de la société telle que nous en héritons, et qui va nous sommer de construire autre chose. Et à cet égard-là, oui, on n'est pas au bout du chemin. On commence à peine le chemin. Bon. Mais en tout cas, euh, quelle que soit la position qu'on peut avoir par rapport au féminisme, euh, on peut avoir l'impression que c'est le féminisme qui a déclenché, et notamment le féminisme de ces dernières années, MeToo, etc., qui a déclenché euh, une telle violence dans les rapports hommes-femmes qu'on pourrait la qualifier de guerre. Donc, grosso modo, les femmes auraient déclaré la guerre aux hommes, ou un certain nombre de femmes, et, euh, et le féminisme, qu'il soit légitime ou non, serait le déclenchement de cette guerre. Mais ça, cette vision-là, elle se heurte à tout ce que nous raconte l'ethnographie. De manière très spectaculaire, la plupart des sociétés, dans la mise en récit qu'elles ont faite, dans les mythes qu'elles ont écrits des relations entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, ont très explicitement pensé ces relations sous la forme d'une guerre. D'une guerre qui avait été gagnée par les hommes, dans les sociétés patriarcales, mais qui pouvait se rallumer à tout moment. Donc, je, je, je ne continue pas là-dessus parce que y aurait beaucoup à développer, mais là aussi, c'est important qu'on prenne la mesure de ce qu'on est en train d'apercevoir là, dans la construction des genres, ce que toutes les sociétés à notre connaissance ont bricolé, c'est la construction d'une guerre, de quelque chose qu'elles ont pensé comme une guerre, entre les deux sexes.
les sociétés ont inscrit au cœur de leur fonctionnement une guerre civile. Larvée, euh, potentielle, ouverte, qui pourrait se rallumer à n'importe quel moment. C'est pas rien, hein, parce que on voit, quand on regarde sous ce prisme, on voit le coût qu'on paye à ça. Si toutes les sociétés l'ont bricolé, c'est sans doute que ça a une fonction. Et ça nous déplace de la question du féminisme vers la question de la guerre, vers la question de la fonction de la guerre dans la constitution des psychés individuelles et des espaces collectifs, des institutions, ce qui est très exactement par ailleurs donc le sujet du bouquin que je prépare. Mais revenons à Noël. Ça signifie quand même que, aussi courtoise que puisse être cette guerre dans certaines familles, euh, au fond, cet antagonisme très profond entre hommes et femmes se joue, se cristallise au moment de Noël, dans cette inversion momentanée du pouvoir. Et alors, une des conséquences, on le voit bien, c'est que il y a très souvent vraiment une revanche à l'œuvre avec des enjeux de jouissance. Et cela dit, à ce moment-là, très souvent, l'espace matriarcal se met à fonctionner comme un miroir de l'espace patriarcal. C'est-à-dire que c'est un certain féminin qui prend le pouvoir, un féminin qui au fond est le décalque. Ce que je désigne par là, c'est que finalement, très souvent, c'est y compris l'imaginaire guerrier, c'est-à-dire qu'on a dans chaque famille une femme qui va être la matriarche, avec des enjeux de concurrence parfois féroces entre les femmes, pour savoir qui est vraiment la générale, ou la maréchale, qui est celle qui invite, qui reçoit, qui offre, qui dessine le plan de table, qui choisit le menu, et il y a là quelque chose à la fois d'un enjeu de jouissance très sacrificiel dans la façon dont souvent ça se déroule, c'est-à-dire que il y a quelque chose de la reine des abeilles, enfin de la mère juive, de la mère méditerranéenne, de la mise en scène de la matriarche qui se donne, qui s'épuise, qui organise tout pour faire plaisir à tout le monde, qui parfois commence le plan de bataille le 25 de l'année précédente. Hein. Euh, j'ai assisté à ça, à des discussions sur ce qu'allait être le menu, où ça allait se passer, comme si toute l'année elle préparait, parce que c'est le terrain où elle va avoir le pouvoir. Et donc, alors oui, bien sûr, pour la joie des autres, et souvent de manière sincère. C'est-à-dire que c'est là où c'est complexe. Quand je parle de guerre homme-femme, je ne parle que d'un aspect des relations entre les hommes et les femmes, bien sûr. Il peut y avoir au milieu de ça de l'amour, de la générosité, tout ça est mêlé. Si c'était pas mêlé, ce serait pas aussi douloureux d'ailleurs. Parce que si vraiment celle qui organise Noël était juste une dictatrice épouvantable, qui ne jouisse que du pouvoir qu'elle a sur les autres à ce moment-là, ce serait très simple de décliner l'invitation et dire bon, écoute, c'est le dernier Noël, t'es gentil, mais prochaine fois ton saumon, ton foie gras, tu te le bouffes tout seul, toute seule, et puis voilà. Bon, mais non, bien sûr. C'est très complexe ce qui se passe là. Et en fait, il y a même deux espaces du féminin totalement antagoniques qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que il y a un espace du féminin. J'aime bien pour ceux qui ne connaissent pas les œuvres de David Graeber, un anthropologue extraordinaire qui est mort malheureusement il y a quelques années. Euh, il a écrit Les Bullshit Jobs et il a écrit surtout deux ouvrages que je trouve magnifiques. La dette 5000 ans d'histoire et son dernier ouvrage posthume Au commencement était. Euh, c'est génial à lire. C'est génial à lire parce que qu'on soit d'accord ou non, il y a une idée par ligne. Il y a une espèce de jubilation à le voir réfléchir, à le voir voilà, construire, embrasser toute la société, essayer de trouver des fils. C'est un immense bonheur de voyager avec lui dans sa pensée. Et il a notamment, parmi le foisonnement d'idées, il a une proposition que je trouve assez intéressante. Lui-même était de ce courant d'anthropologue qui se dit anarchiste. L'anthropologie anarchiste
est un courant important de l'anthropologie contemporaine. Euh, euh, c'est pas du tout des rigolos, ce sont des gens qui étudient justement le fonctionnement de ces espaces sociaux ou de ces sociétés qui s'organisent sans qu'il y ait clairement un appareil d'État. Et c'est grâce à ce courant d'anthropologues notamment américains ou anglo-saxons, James C. Scott, Graeber, etc., qu'on a remis en cause plein de pseudo-évidences sur la civilisation, sur le grand progrès de l'agriculture céréalière, et grosso modo la révolution néolithique qui aurait été embrassée volontairement par tout un tas de sociétés qui auraient été ravies d'être enfin urbaines, cultivant des champs de céréales, etc. Et en fait, ce grand mythe de la civilisation, euh, notamment les travaux des anthropologues que je viens de citer, permettre de le dissoudre, enfin d'en apercevoir la facticité. Bref. En tout cas, Greber fait une proposition par rapport à ce qu'on appelle le communisme ou l'anarchisme, le féodalisme ou le capitalisme. Il dit, ce ne sont pas tant des types de sociétés qui sont appelés à se succéder, éventuellement, que des modes d'organisation sociale qu'on retrouve dans chaque société. Et donc, dans notre société, mais comme dans la société du 19e, pas de la même façon, mais on trouverait des endroits où il y a un fonctionnement de type communiste, des endroits où il y a un fonctionnement de type anarchiste, des endroits où il y a un fonctionnement de type capitaliste, marchand, et des endroits de la société où il y a un fonctionnement de type féodal, disons. Et que ça coexiste. Et que le même individu peut être pris dans des tissus relationnels différents qui fonctionnent selon l'un ou l'autre des modèles. À peu près, évidemment. Enfin, mais qui serait pas absurde d'appréhender avec ces modèles en tête, disons. Et, euh, et si on réfléchit comme ça, on s'aperçoit que dans le féminin tel que notre culture le construit, finalement, cette femme au foyer, de quoi elle est en charge? Bah, elle est en charge d'espaces sociaux différents, y compris de modalités d'être différents. Parce que elle est aussi en charge d'un espace qu'on pourrait appeler anarchique, parce qu'elle est en charge des émotions. Elle est en charge de l'écoute des membres de la famille, et notamment des enfants, de l'écoute de ce qui va pas, de ce dont ils ont besoin, parce que on peut pas éduquer un enfant. On peut, mais à quel prix, quel résultat, euh, sans qu'il y ait aussi cette dimension un peu à l'œuvre. Or, cette dimension, traditionnellement, on la trouvait pas du tout à l'école, sous la férule des maîtres, pas du tout. Et souvent, c'était les femmes qui en étaient chargées, pas toujours les mères, les nourrices parfois, les gouvernantes. Certaines mères n'allaient pas du tout sur ce terrain de l'empathie. Mais au fond, le terrain de l'empathie, le terrain d'une écoute qui passe par le corps, le terrain de cette écoute qu'on essaie de mettre en œuvre dans le cabinet d'analyse, où j'appréhende l'autre non pas à partir de son statut, non pas à partir des hiérarchies et des prescriptions que nos statuts imposent à la communication, mais où au fond, l'empathie, c'est précisément le fait de me mettre à la place de l'autre, d'essayer, donc de me laisser traverser par ce que je sens de l'autre. Donc, à bien des égards, c'est une dissolution des hiérarchies et une dissolution des statuts. À l'endroit où j'écoute un enfant pour essayer de comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il exprime, je l'écoute. Pas forcément. Ce que j'appelle écouter là, c'est pas forcément une discussion. Les mères n'ont pas toujours discuté avec leurs enfants pour leur demander leur ressenti. Ça, c'est même très récent. Euh, les mères d'il y a 2 générations, même quand elles étaient très aimantes, ne discutaient pas avec leurs enfants. Mais elles écoutaient. Elles percevaient. Elles étaient dans cette espèce d'écoute quand elles étaient très aimantes, elles étaient dans cette écoute du langage corporel, de tout ce qui fait elles sentaient que l'enfant était un peu mélancolique ou bon. Et cette écoute-là, c'est une écoute d'être humain à être humain. C'est même pas une écoute de mère à enfant. Disons, pour écouter comme ça un enfant de 5 ans, par exemple, il faut soi-même revenir à ses 5 ans, à bien des égards. Euh, bon. Donc, c'est un champ où la cohérence relationnelle qui va s'établir là, elle s'invente au fur et à mesure.
c'est un champ anarchique, au fond. C'est-à-dire, anarchique non pas... Enfin, l'anarchie, quand j'emploie le terme là, c'est pas synonyme de chaos, hein. Euh, c'est l'anarchie comme philosophie politique. En fait, l'anarchie, s'il y a des anarchistes, les anarchistes, ils veulent pas que tout le monde égorge tout le monde. Euh, ils disent, euh, on peut faire fonctionner un groupe humain, le rendre cohérent, et faire que les individus interagissent d'une manière assez harmonieuse et qui bénéficient au bien de chacun et au bien collectif, sans besoin d'une institution qui les contraigne à le faire, sans besoin d'un État. Qu'ils aient tort ou raison, que ce soit utopique ou pas, c'est ça l'anarchie. Donc quand je parle là d'espace anarchique, c'est de ça que je parle, c'est-à-dire de cette espèce d'espace relationnel harmonieux qui peut se tisser non pas à partir de prescriptions, à partir d'une loi, à partir de décisions et de règles qu'on a prises avant et qu'on applique, mais justement à partir de la suspension des statuts et des règles et de l'écoute de ce que chacun ressent. Et donc de l'essai d'inventer un geste, quelque chose, une proposition, une parole qui tienne compte de ce qu'on écoute et qui permettent ensemble de co-construire quelque chose. Pour ceux d'entre vous qui ont eu des enfants et qui s'en sont occupés dans leur tout premier temps, et moi j'ai la chance, effectivement, j'ai cette chance extraordinaire d'avoir été père à cette époque et d'avoir pu d'une certaine manière être mère, c'est-à-dire d'avoir pu être au contact de mes bébés et de mes nouveau-nés, euh, exactement comme ce qu'un certain nombre de mères ont vécu, mais que très très peu de pères ont vécu dans les générations précédentes. Je les ai bercés, je les ai baignés, je les ai consolés, je les ai portés pendant des heures dans mes bras, j'ai chanté des chansons, j'ai essayé de trouver des paroles apaisantes, je les ai changées, je les ai... Bon, bref. En fait, quand on entre dans ce rapport-là avec le bébé, on sent très bien que la relation, elle se co-construit. Ça ne s'apprend pas à... Plus exactement, ça n'existe pas quelqu'un qui sait porter les bébés, par exemple. Ça n'existe pas. Parce que avec chaque bébé, les gestes vont être différents. Et en fait, c'est ce qui se construit dans les premières semaines où on s'apprend mutuellement. On va, au début, mais même quand on a eu déjà un enfant, disons, on a moins la trouille parce qu'on sait que l'apprentissage va se faire, mais malgré tout, il n'est pas là encore. Les corps parlent mal entre eux. On ne sait pas trop quoi faire. Même quand on n'est pas flippé. Et au fil des jours, se tisse une espèce de fluidité qui fait qu'au bout d'un moment, le geste qui nous vient, si on le prend comme ça, si on le pose comme ça, plutôt comme... Le geste qui nous vient, au fond, on ne sait même plus s'il nous vient parce que c'est le geste qu'on voulait poser ou s'il nous vient parce que, au fond, c'est le corps de l'enfant, et pas simplement son corps, qui nous a indiqué comment il voulait être pris, comment il voulait être porté à ce moment-là. Enfin, une espèce d'aller-retour, d'échange d'informations qui est extrêmement fin, qui passe pas par la conscience, qui passe vraiment par des perceptions très subtiles de l'inconscient cognitif, et qui passe beaucoup par le corps. Bon. Et au fond, ça, c'est pour moi simplement le modèle qui surexpose quelque chose qu'on peut retrouver dans la relation à l'autre, dans la danse, au fond, qui est même d'une certaine manière constant dans toute interaction, simplement qui peut être plus ou moins écrasé par d'autres dimensions de l'interaction. Mais au fond, toute interaction relationnelle est toujours aussi une sorte de chorégraphie très subtile où les inconscients cognitifs perçoivent quelque chose du langage corporel et où on s'accorde. Bon. Mais toute la question, c'est de savoir, et il y a là-dedans un rôle de l'imaginaire, un rôle de l'empathie, un rôle de la perception des émotions de l'autre, de ses propres émotions, enfin, bon. Mais cette dimension de la relation, elle peut être, et elle est très fréquemment dans les interactions courantes entre adultes, mais pas seulement entre adultes, y compris entre adultes et enfants, écrasée par d'autres injonctions, d'autres dimensions, qui font qu'on peut ne plus du tout être en écoute par rapport à ça. Cette écoute permet des relations consistantes, permet de construire un ordre. Mais c'est un ordre qui se construit, qui se reconstruit au fur et à mesure. C'est ce que j'appellerais volontiers
une modalité anarchique de construction de l'espace relationnel. Et c'est une dimension qui a été principalement déléguée aux femmes, notamment dans leur rôle de maternité. Ça tient à plein de choses. Ça tient aussi, et aussi dans leurs relations entre elles. C'est-à-dire que dans notre société patriarcale, pour plein de raisons, les femmes sont quand même souvent plus libres d'aller à cet endroit où l'émotion, la perception, l'intuition guident la gestuelle et guident l'interaction. Plus libres, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement libres, très loin de là. Observons au passage que c'est pas strictement réservé au féminin. Les hommes ont l'autorisation de retrouver quelque chose comme ça, paradoxalement, notamment dans certains endroits de l'espace guerrier. C'est-à-dire que dans la fraternité qui peut se créer dans la guerre, entre frères d'armes, dans la coordination qui va se créer entre eux quand vraiment ils sont en train de se battre, dans l'amour entre frères d'armes, dans ce qui va s'échanger, il y a bien des moments, visiblement, au cœur de la guerre. C'est paradoxal, hein, je suis très antimilitariste. Mais la guerre, c'est un phénomène social total. Il s'y passe aussi des choses magnifiques sur un plan humain. Et parfois, il s'y passe quelque chose d'une relation très féminine, entre guillemets, c'est-à-dire très humaine, mais qui ne passe plus du tout par les hiérarchies, les statuts, les codes rigides, et qui passe par quelque chose de beaucoup plus organique, où momentanément, d'ailleurs, les statuts tombent. C'est-à-dire que ce qui importe beaucoup plus, c'est même la tendresse et l'amour et le corps à corps que chacun partage avec l'autre. Et c'est même ça qui, au cœur de l'action, permet une réelle efficacité. C'est même tragiquement pour ça que les hommes se battent, fondamentalement. C'est-à-dire que ce sont ces moments-là qui les nourrissent, et au fond, ils se battent moins pour des idéaux que pour celui qui est à côté d'eux. La fraternité des soldats est malheureusement aussi le moteur de guerres absurdes. Bon. Donc, ce que j'appelle là espace féminin, c'est surtout pas biologiquement féminin. C'est juste que dans notre culture, c'est plutôt réservé au féminin. Et donc, Noël, c'est à la fois cet espace-là du féminin, cette envie de faire plaisir à tous, cette envie que momentanément, la famille dessine un espace non hiérarchisé, momentanément, où tout le reste est oublié, où les violences du monde extérieur sont momentanément suspendues, et où simplement on se retrouve tous ensemble autour d'un repas, autour de plaisirs gustatifs, justement, c'est-à-dire que c'est un rituel qui est fondé sur le plaisir, pas sur la souffrance, et où, justement, on va manger ensemble, on va se régaler ensemble. Et donc, il y a de ça dans Noël, et on y aspire très profondément. Mais, il y a tout aussi bien autre chose, parce que ça, ce n'est pas du matriarcat. Justement, il n'y a plus de arché là-dedans, il n'y a plus de commandement. Mais donc, il y a ce féminin-là, et il y a un autre féminin qui est le féminin matriarcal, qui est l'endroit où les femmes ne sont pas tout à fait sans statut, malgré tout, même dans une société patriarcale. D'une certaine façon, le premier espace, l'espace anarchique, il est permis au fond parce que est délégué aux femmes ce qui n'a pas de nom. Ce corps à corps, cette empathie, cet espace émotionnel qu'on ne nomme jamais que très imparfaitement, et qu'on traite au fond pas de manière d'abord langagière. C'est un espace qui est à la fois discrédité, dans une société où ce qu'on valorise, c'est le langage, c'est les noms, c'est les titres, mais c'est un espace qui est fondamental pour tous les êtres humains. Donc c'est aussi un espace extrêmement précieux. Et au fond, qui est délégué aux femmes. Alors, évidemment, les femmes s'y engouffrent d'autant plus que de toute façon, elles n'ont pas de titre, elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de reconnaissance. Voilà. Une femme dans notre société n'a pas de nom, elle a le nom de son père, enfin, le patronyme. Donc, ça crée de facto un espace possible pour un autre type de relation beaucoup plus égalitaire et surtout ne dépendant pas strictement des statuts. Oui, mais ça n'est qu'un versant. Parce que malgré tout, l'institution familiale, il faut aussi que son ordre, que l'ordre qu'elle met en scène,
soit un miroir de l'ordre du monde. Ça ne peut pas juste être une inversion ou une suspension de l'ordre du monde. Donc il y a au sein de l'espace féminin, de l'espace du foyer, il y a des hiérarchies entre les femmes elles-mêmes, et c'est aussi ça qui se met en scène à Noël. Donc il y a une tension non seulement entre l'espace du masculin et l'espace du féminin, mais il y a une tension au sein de deux modalités d'espace du féminin. Et du côté de la matriarche, c'est-à-dire de celle qui a le pouvoir, c'est son Noël, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui va tout organiser, il y a très souvent des enjeux de jouissance qui sont terribles. Terribles pour tout le monde, terribles pour elle aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont en partie sacrificiels et qui sont jamais vraiment reconnus. Au fond, il y a une espèce de violence qui se passe là, de violence que d'ailleurs cette femme se fait à elle-même, parce qu'elle est d'une certaine façon dissociée. Elle est dans deux espaces complètement antagoniques, et elle doit tenir ces deux espaces. Elle doit être à la fois celle qui va créer de la magie, qui va créer la magie de cette fiction, mais cette fiction qui peut devenir réelle, qui peut fabriquer de la réalité pendant au moins quelques heures, du fait que, ben voilà, le reste du monde, le reste des conflits, on s'en fiche, enfin, les statuts, le fait qu'il y en a un qui gagne plus de fric que l'autre, etc. Non, on est tous là pour se régaler ensemble, pour manger ce plat préparé avec amour, pour jouir de cette magnifique table qui a été dressée, etc. Bon, voilà, il y a cet endroit du partage, et qui se cristallise évidemment dans le rapport à l'enfant, et aux cadeaux pour les enfants, et à toutes les surprises pour les enfants. C'est-à-dire que il y a l'endroit où cette femme est invitée à se laisser guider par l'enfant en elle, la petite fille qui veut faire une fête fantastique, la petite fille qui joue à la poupée. Mais en plus, c'est son jour. C'est-à-dire que même son mari, même son frère, même son oncle, même etc., tout le monde va accepter d'être les poupées de sa maison de poupées. Et elle va pouvoir, comme quand elle était enfant, faire un Noël extraordinaire. Et avec cette magie en elle, parce que elle a pu garder un rapport à son enfance, c'est-à-dire en fait un rapport à son émotion, tout simplement parce que comme femme, elle y a été autorisée. On lui a pas dit qu'il fallait jouer au mec en permanence, un mec, ça n'a pas trop d'émotion, etc. Non. Elle a le droit. Une femme, c'est jamais vraiment un adulte dans notre société. Encore une fois, il y a un côté épouvantable à tout ça. Je suis pas du tout en train de dire ni que c'est biologiquement déterminé, ni que c'est bien que ce soit comme ça. Mais justement, ça va de pair. C'est-à-dire que ne négligeons pas, comme enjeu de violence, le fait que le rôle qui est délégué là à celle qui organise Noël, d'être capable de trouver dans son lien avec sa propre enfance de la magie à offrir, c'est exactement le pendant du discrédit sur l'enfance et du discrédit sur les femmes. Voilà. Il y a tout ça en jeu. Et donc, c'est aussi une femme qui essaye d'enrôler désespérément tous les autres dans son rêve. Et un rêve qui lui commande en même temps d'être une maréchale sur le champ de bataille, à tout organiser, à tout... Et très souvent, finalement, parce que ce rêve, il est miné dès le départ, qu'au fond, il ne peut pas vraiment se réaliser, l'adversité est trop grande. Très souvent, la soirée de Noël, c'est l'espèce de délitement progressif du rêve. Le rêve a existé avant, dans la préparation de la table, dans la préparation du repas, etc. Et ce à quoi on assiste, c'est le moment où tout se fige et le moment où tout se détruit peu à peu. Et à mesure que la belle table devient une table pleine de restes des agapes, les corps s'enfoncent dans un certain ennui, et l'angoisse apparaît. Il y a plein de soirées de Noël qui sont comme ça. Et ça vaut le coup d'apercevoir justement un peu plus finement pourquoi ce rêve est si fragile, pourquoi il attend de mal, même pour une soirée, à organiser l'espace, aussi beau soit-il. Et parce que il lutte contre des forces terribles. Pensez que l'institution familiale, c'est une institution qui n'est pas traversée par des hiérarchies, qu'en fait les hiérarchies, c'est au dehors, mais que la famille, c'est évidemment un tissu où on s'aime
qui qu'on soit, quel qu'on soit, et on s'aime parce que c'est la famille, et voilà, et on a de compte à rendre à personne. On est là parce qu'on est aimé et qu'on aime les autres. Penser ça, c'est porter un regard très naïf sur l'institution familiale telle qu'on en hérite. Même la fameuse égalité des enfants. C'est un truc qui m'arrive assez souvent d'avoir à travailler au cabinet avec les gens que je reçois. Parce que c'est un mythe aujourd'hui très prégnant, qui culpabilise énormément les parents, mais qui est aussi douloureux à vivre dans la relation des gens qui ont une fratrie. Et c'est très dur à travailler parce que il y a une injonction tellement forte à faire tenir cette fiction sans apercevoir à quel point elle est fragile, à quel point elle est historiquement fragile. Ce que je veux dire par là, c'est que la famille s'est pas du tout construite sur une égalité des enfants. Au contraire, sur des inégalités très fondamentales. Bon, une première inégalité, évidemment, garçon-fille. Évidemment. Mais je vais même pas m'étendre sur celle-là. Mais entre garçons. En fait, c'est très très récent. Euh, disons, le combat pour l'égalité entre les frères, déjà pour une égalité juridique devant l'héritage, ce combat, il s'est mené, disons, il s'ouvre pour nous dans notre pays avec la loi de 1792 pendant la Révolution française, mais il ne se referme jamais vraiment. Si on parle même de l'égalité juridique au moment de l'héritage, elle a été contournée dans tous les milieux ruraux jusqu'à la fin du XXe siècle. Parce qu'en fait, il y a une double contrainte qui pèse là-dessus. Il y a la contrainte d'une société agricole. Or, la France a été massivement une société agricole jusqu'aux années 50-60. L'essentiel de la population française était paysanne. En fait, dans une société d'agriculture céréalière, où il y a une propriété privée, une propriété familiale, d'une certaine quantité de terre, familiale, mais en fait, qui appartiennent à un propriétaire, le chef de famille, donc, qui possède voilà, cette quantité de terre-là. Tout le problème, c'est que si, à la génération suivante, on divise les terres en autant d'héritiers, en autant de frères, comme les sociétés d'agriculture sont en général des sociétés dans lesquelles il y a plus d'un enfant, enfin, plus elle est prospère, plus il y a une explosion démographique. Mais ça veut dire qu'on morcelle la terre. Et donc, on attend 2, 3, 4 générations, et les terres sont tellement petites qu'elles ne parviennent plus à nourrir ceux qui les possèdent. Ce qui, du coup, d'ailleurs, conduit en général à de nouveau une concentration des terres, parce que du coup, on a des paysans qui sont trop pauvres et qui vendent leurs terres à ceux qui sont capables de les racheter. Je parle là des dynamiques, par exemple, dans la Grèce ancienne, les dynamiques des guerres civiles et tout ce qui a abouti au phénomène de création de colonies. En fait, ce que les Grecs ont appelé des colonies, c'est pas du tout qu'ils sont allés conquérir des espaces, c'est plutôt qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé au loin fonder des cités qui auraient des accords commerciaux avec la cité mère, mais qui n'en dépendraient pas politiquement, des générations et des générations de frères cadets dont il fallait bien faire quelque chose, parce que justement, il fallait éviter de morceler les terres. Donc c'est un problème dans toutes les sociétés agricoles. Et donc ça aboutit, dans toutes ces sociétés-là, au droit d'aînesse, au fait de pouvoir désigner entre les frères celui qui allait hériter. Le chaboté, hein. L'aîné hérite du moulin, le second de l'âne, et le troisième, il y a juste un chat. Bon, coup de bol, c'est pas n'importe quel chat. Enfin, voilà. Donc, aîné, cadet, benjamin, sont des places qui sont pas du tout neutres. Le rôle du cadet est en particulier d'ailleurs, parce que le cadet, il est censé remplacer l'aîné en cas de mort ou de défaillance de l'aîné. Ce qui crée d'ailleurs un climat de guerre civile entre l'aîné et le cadet. Parce qu'au fond, il y a aussi très pragmatiquement dans toutes ces sociétés la nécessité d'identifier quand même celui qui est le vrai aîné et qui n'est pas toujours biologiquement l'aîné. Caïn et Abel, ça ne raconte pas le fait que biologiquement, les frères seraient nécessairement en lutte à mort. En revanche, dans les sociétés agricoles, oui, bien sûr qu'ils sont d'une certaine façon en lutte à mort. Et alors, ce qui est vrai des terres est encore plus vrai évidemment des titres. Si monsieur le duc, qui a mettons 4 fils, engendre 4 monsieur le duc,
et que ces 4 fils ont eux-mêmes 3 ou 4 fils, bon, au bout de 4 générations, il y a 50 ducs de Bretagne. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc les titres ne peuvent être transmis, sont impartageables. Et comme l'espace masculin, il est entièrement construit autour des titres, comme ce qu'on apprend aux hommes dans notre société, c'est à jouir des statuts, à jouir des symboles, à jouir de leurs titres. Bah, du coup, évidemment, dans la fratrie, il faut arriver à désigner l'héritier. C'est très présent, c'est très présent. Ça continue à nous hanter. Pour ce qui est de moi, par exemple, j'ai beau avoir été éduqué par des parents 68A, qui critiquaient tout ça, vraiment. Bon, il se trouve que je suis enfant unique. Mais comment se fait-il, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que j'ai su dans mon enfance que du côté de ma famille maternelle, j'étais le premier garçon de ma génération. C'est-à-dire, j'avais une cousine, mais justement, c'est une cousine, ça compte pas. Ma mère était féministe et 68arde. Donc, c'est pas elle m'a pas dit, ça compte pas. Comment se fait-il que c'est quand même ça que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'elle m'a dit sans s'apercevoir du fait qu'elle me le disait? De quoi elle était encore victime malgré elle? Quel imaginaire se charrie, même à l'encontre pourtant de nos croyances et même de nos luttes conscientes? Bon, et de quoi me suis-je senti, moi, investi quand même, dans cette position d'aîné, d'une fratrie qui n'existe pas, parce que mais quand même, d'aîné. Et dans une société où, précisément, les titres et les statuts ne sont pas que des titres et des statuts, donnent lieu à une cascade de mépris, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de prestige. Il ne peut pas y avoir des VIP s'il n'y a pas des very insignificant ou unimportant persons. Donc, en fait, notre société est complètement fondée sur ces hiérarchies qui créent des complexes phénoménaux et qui sont exactement la même cascade de mépris, cette expression qu'un historien employait pour l'Ancien Régime, mais qu'on retrouve exactement dans notre société. Voilà l'imaginaire dont on hérite. Donc, évidemment que ces hiérarchies, elles sont quand même à l'œuvre dans l'espace familial, qu'elles en font complètement partie. Que d'ailleurs, elles font partie de ce que nous projetons sur nos enfants, quand on en a plusieurs, même sans le vouloir. Nous leur attribuons, même sans le vouloir, des fonctions différenciées. C'est pas vrai que nous les aimons du même amour. Au mieux, disons, c'est un amour, c'est pas toujours le cas, c'est un amour tellement immense que ça n'a pas tellement de sens de dire qu'on aime plus ou moins. Disons, plus exactement, la seule manière de rétablir éventuellement du quantitatif serait de considérer que l'amour est multidimensionnel et non pas unidimensionnel, et que, ben voilà, sur certaines des dimensions, nous aimons plus un de nos enfants, sur certaines autres, nous aimons plus l'autre. Bon, ok, éventuellement, on pourrait essayer de bidouiller un machin comme ça. Mais en tout cas, nous ne les aimons pas du même amour, évidemment. Nous ne projetons pas les mêmes choses. C'est un espace différencié. Différencié ne veut pas nécessairement dire hiérarchisé, mais différencié lorsque nous sommes dans une société profondément hiérarchisée, dont tout l'imaginaire est hiérarchisé, alors oui, différencier implique du coup, et la brèche par laquelle s'engouffrent les hiérarchies. Et donc, il y a celui qui a bien travaillé à l'école, il y a celui qui travaille bien à l'école, il y a celui qui redouble, il y a celui qui est épanoui, et il y a la concurrence entre les membres de la fratrie qui est répercutée par la concurrence entre leurs enfants. Il y a tout ça qui se joue. Et donc, évidemment que celle qui est à la fois une générale, une maréchale essayant, et en même temps une enfant essayant de te faire tenir sa maison de poupée, finalement, la tyrannie de son geste de général est à la fois un enjeu de jouissance et de revanche par rapport, au fond, à son statut de femme qui l'a conduit à être plutôt soumise le reste du temps. Non, là, c'est elle qui domine et dirige, et simultanément, c'est aussi le fait que désespérément, elle essaye de faire jouer à chacun
un rôle qui soit pas le rôle habituel. Elle essaye de déminer, de désamorcer, au mieux, hein, mais disons que, en tout cas, celle en elle qui veut vraiment que ce soit une merveilleuse maison de poupée à un moment où tout le monde s'aime, est en train de lutter contre tous les enjeux de conflit. Évidemment, elle ne peut pas réussir. Et donc elle lutte en force. Et elle n'en est que plus tyrannique. C'est tout ça, Noël. L'institution familiale dont nous héritons, c'est tout ça aussi. Avec au sein de ça, de l'amour véritable, des très beaux moments. Oui, bien sûr. Et alors pourquoi c'est surexposé aujourd'hui? C'est surexposé aujourd'hui parce que la famille comme institution, comme toutes les autres, est en train de se disloquer. Et elle est en train de se disloquer pour plein de raisons, mais notamment, effectivement, du fait de ce qu'on pourrait appeler la lutte féministe depuis quelques générations. À partir du moment où toutes les femmes n'ont plus pour injonction de devenir mères, mais à partir du moment aussi où les individus peuvent désormais avoir d'autres finalités dans l'existence que celle de d'abord et avant tout perpétuer la famille, devenir à son tour un chef de famille et une mère, qu'ils peuvent décider de se marier ou non, décider ou pas d'avoir des enfants. Évidemment, du coup, Noël devient un espace lui-même facultatif. La famille n'a plus le pouvoir de s'imposer à tous, de telle façon que chacun se sente absolument obligé d'être là. Mais alors là-dedans, il y a une nouvelle guerre qui arrive. C'est que du coup, ce que mettent en scène énormément de Noël aujourd'hui, ce sont toutes les fractures familiales. C'est-à-dire qu'en plus des tensions qui vont exister entre ceux qui sont là, il y a la présence écrasante de ceux qui n'ont pas été invités. C'est un chant d'une très grande violence. C'est pas Noël le problème là. Ou plus exactement, oui, c'est cette fête imposée qui n'a plus les moyens de s'imposer. Qui au moins quand elle s'imposait, disons quand il y avait de l'huile dans les rouages de la mécanique sociale et institutionnelle, au moins disons les enjeux d'horreur, parce qu'ils existaient, pouvaient se dérouler à peu près voilà, d'une façon habituelle, disons. Exactement comme cette guerre homme-femme dont nous héritons, et qui est en fait plurimillénaire, mais il y a des périodes où la guerre est ouverte, et parfois, au fond, elle n'est pas ouverte. Elle est là, mais de manière sous-jacente. Elle se joue en puissance. Euh, ça roule. Il y a des abus dans tous les sens, il y a des violences dans tous les sens, mais ce sont des violences qui sont acceptées. Acceptées y compris par ceux qui les subissent. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout ça qui explose. Bon, ça va pas empêcher certains d'entre vous de passer, j'espère, un très bon Noël. Euh, voilà. Et il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire encore sur les fêtes en général, sur les rituels, euh, sur Noël même. Bon, je ne prétends pas avoir été exhaustif. Mais compte tenu du nombre de, du nombre d'enjeux de souffrance et d'enjeux de violence qui sont à l'œuvre dans cette période de Noël, et surexposés par le fait que nous sommes dans une période assez critique, euh, voilà, de basculement sociologique, voire anthropologique, euh, ça me paraît important d'avoir le plus possible des outils pour le réfléchir. Et joyeux Noël.